RFM, le grand journal. À la une, Patrick Vieira, la réunion à l'instant du comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football sur le successeur de Pape Thiaw. Ousmane Sonko, encore des contradictions dans son interview d'hier soir, parole d'hier et d'aujourd'hui. Rendez-vous avec Mohamed Ali Moba. La nouvelle polyclinique internationale de Dakar, déjà la polémique, elle est construite dans l'hôpital principal et Bassirou Diomaye Faye a pris un décret pour l'ériger en établissement spécial de niveau 4. Les syndicats dénoncent un détournement d'objectifs. Le grand journal sur RFM, le Tchad, à peine sorti de prison, Succès Masra appelle à un gouvernement d'union nationale. Le parti de Mahamat Idriss Déby ne ferme pas la porte. Journal international Anna Rocha. Malal Junior Diagne et les sports, Patrick Vieira est arrivé à Dakar. Ce sera le débat d'un point de vue, la nomination plus que probable de Patrick Vieira comme nouveau sélectionneur des Lions du Sénégal. C'est le grand journal. Bienvenue, bonjour à tous. D'abord, la disparition de Mamadou Kassé, ancien rédacteur en chef du Soleil et formateur au CESTI, l'école de journalisme de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Justement, il est de la 6e promotion de cette école. Mamadou Kassé est décédé hier, inhumation aujourd'hui à Touba. Le journaliste Mademba Ndiaye parle de Kassé en ces termes. C'était un gardien de l'orthodoxie dans la profession. Le décès de Mamadou Kassé a été un choc pour tout le monde parce que Mamadou Kassé était un pont entre les journalistes, tous les journalistes de toutes les générations. Ce n'est pas étonnant que beaucoup de jeunes journalistes saluent sa mémoire. Mamadou n'était pas un journaliste par effraction, il n'était pas un journaliste par dépit, il n'était pas un journaliste parce qu'il ne pouvait pas faire autre chose. Non, Mamadou Kassé était un journaliste par conviction. C'est quelqu'un qui a toujours pensé jusqu'à quelques heures avant son décès, puisqu'il continuait encore à faire des postes. C'est quelqu'un qui était persuadé que le journalisme était un métier majeur. Et partout où il est passé, il a été une autorité. Je pense que tous les gens de ma génération, ou même plus âgés ou plus jeunes, ont lu Mamadou Kassé quand il était au Soleil, quand il s'occupait de sport. C'était une autorité dans son secteur. Et ce n'est pas étonnant que Kassé ait été rédacteur en chef du journal Le Soleil, qu'il a été au ministère de la Communication, qu'il a été à l'OFNAC, qu'il était un grand syndicaliste qui défendait les droits des journalistes, droits matériels et moraux, mais surtout la déontologie professionnelle. Il a pris beaucoup de sang. Chaque fois qu'il y avait des problèmes dans la profession, qu'il lisait un article qui le heurtait, il a pris beaucoup de gens, pas seulement journalistes avec qui il discutait, avec qui il essayait de régler les problèmes. Il nous disait toujours, il faut qu'on s'occupe de cette profession, on ne peut pas laisser la profession couler comme ça. En tout cas, nous présentons nos condoléances à sa famille, à toute la profession, à tout le Sénégal. Et ce n'est pas étonnant que tout le monde soit choqué par la disparition de Mamadou Kassé et que Dieu l'admette au paradis et l'accueille par sa miséricorde. Mademba Ndiaye, témoignage recueilli par Salimata Aou. Et Mamadou Kassé était un amoureux du sport et du foot en particulier. Le successeur de Pape Thiaw à la tête de l'équipe nationale de football, le comité d'urgence de la fédération de foot se réunit ce matin. Une réunion virtuelle et sauf surprise, c'est Patrick Vieira qui devrait être nommé nouveau sélectionneur des Lions. La parole aux supporters, c'est Cheikh Mahfouz Diba qui leur a tendu son micro ce matin à Dakar. Ce que je peux dire par rapport à la venue de Patrick Vieira, on lui tend la main, les bras ouverts. Le Sénégal, c'est un pays de football. Qui connaît le Sénégal sait très bien qu'on a des potentialités. Patrick Vieira aussi, quoi qu'on dit, c'est un enfant du pays. Il a de ses parents qui viennent du Sénégal. Bon, ça, c'est une très bonne nouvelle pour le Sénégal, pour le football sénégalais. Nous devons essayer de continuer de donner ça à un Sénégalais. Ce qu'Aliou Cissé a fait. Et Pape Thiaw, à part Bruno, je ne vois aucun autre entraîneur étranger qui l'a fait. Si c'était moi, je choisirais un Sénégalais. C'est un grand homme, il a marqué son temps. Bon, je serais d'accord. Oui, je serais d'accord. Il faut y savoir aussi, quoi. Le monde du football, c'est un peu grand, quoi.
C'est un peu quand par rapport à Patrick Vieira et Pape Thiaw, est-ce qu'ils sont au même niveau? Parce que Pape Thiaw est venu par intérim. Après, on l'a donné l'équipe nationale. Patrick Vieira, il vient pour prendre l'équipe nationale. Il faut comparer les choses aussi. Sur le plan sportif, Patrick Vieira, je l'ai suivi au Strasbourg, Crystal Palace. Je pense que je sais pas si c'est Nice mais il n'a pas prouvé sur le plan sportif, franchement. Par exemple, au niveau de Crystal Palace, il avait Eze, il avait Olysée, mais son équipe peinait à avoir. C'est pas un coach qui cherche, par exemple, comme Pape Thiaw il jouait, c'est-à-dire sur le plan offensif. C'est un coach qui gère pratiquement 4-3-3-5, 3-5-2-5. Voilà ce que pensent les supporters de la venue probable de Patrick Vieira à la tête de l'équipe nationale de football du Sénégal. RFM midi 5. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Et cette annonce de Serigne Gueye Diop, le ministre du Commerce, ce matin sur notre antenne. L'Assemblée nationale, a-t-il dit, sera dissoute le 2 décembre prochain. Déclaration donc de Serigne Gueye Diop. Réponse de Ansoumane Sambou de la communication du parti PASTEF. C'est quand même curieux que ce soit un ministre qui l'annonce, parce qu'en réalité, il est très loin dans la hiérarchie. Dans tous les cas, si une dissolution se fera, ce sera d'ordre naturel, parce que nous l'avons connu en 2024 pour des raisons bien fondées. J'espère bien que cette fois-ci, ce sera très motivé. Parce que, à mon avis, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de blocage au niveau de l'Assemblée nationale qui puisse susciter une dissolution. Mais si c'est fait également, PASTEF reste disposé à aller à une nouvelle compétition électorale et nous l'espérons en tout cas que nous allons la gagner. Parce que c'est ce que montre en tout cas la réalité sociologique et politique du Sénégal actuellement. La première session extraordinaire, en tout cas de l'Assemblée nationale, la première session de l'année 2026, ouverte en début de semaine dernière, et ce matin, jusqu'à jeudi d'ailleurs, les députés vont examiner les propositions de loi relatives à l'article 37 de la Constitution et au régime juridique des crédits spéciaux, entre autres. Et la séance très, très attendue de mercredi, l'examen de la proposition de loi relative justement au régime juridique des crédits spéciaux, les fonds politiques, sera à l'ordre du jour. La sortie d'hier d'Ousmane Sonko, président de l'Assemblée nationale et président du PASTEF, sur les fonds politiques, sur ces fonds politiques. Interview avec 4 médias et sous la VAR ce midi de Mohamed Ali Mouba. RFM, la radio de toute l'actualité. Ce sera tout à l'heure. La polyclinique de Dakar, la polyclinique internationale, un établissement public de santé de niveau 4, le syndicat des travailleurs de l'hôpital principal en pense quelque chose. On pense qu'il y a eu un détournement d'objectifs, on le verra. Mais d'abord, une présentation de cette infrastructure médicale très, très moderne à Wambaye. À Wambaye, qui va nous parler de la polyclinique de Dakar qui a été construite sur le périmètre de l'hôpital principal de Dakar. On va entendre Abouba. Il est l'un des syndicalistes de l'hôpital principal de Dakar. Bassirou Diomaye Faye a pris un décret qui affecte à cet hôpital un statut d'établissement spécial de niveau 4. Abouba non plus n'est pas en place. Depuis le 15 août, depuis samedi dernier, les automobilistes sénégalais font face à une nouvelle hausse des prix des carburants. Le litre de supercarburant est passé de 920 à 990. Le gasoil s'affiche désormais à 755 francs CFA. Augmentation qui pèse davantage sur le budget des ménages. Et reportage à Dakar, ce que vous allez entendre exige un retour rapide aux anciens tarifs. Le reportage de Moukal Soumdi. Pape Momar a garé son véhicule devant sa maison. Il s'apprête à vaquer à ses occupations. Mais cette nouvelle hausse du prix du carburant le préoccupe. Pour lui, le moment est mal choisi. Ce sera très difficile pour les populations, d'autant qu'on l'a diminué il y a quelques mois.
Mais d'après les informations que nous avons, le baril n'était pas à $111, c'était à $68. Par rapport à tout ce qui s'est passé durant ce temps, l'État pouvait ne pas baisser le prix du carburant. Mais c'est comme ça avec les populations. Mais augmenter à ce moment où tous les denrées s'augmentent, ça va être très difficile pour nos populations. Donc ce président là a dû de prendre ses responsabilités et de voir avec les différentes organisations qui sont là, que ce soit l'INAPOA et tous les autres, les transporteurs, discuter avec eux pour un peu soulager nos populations. Abdoulaye, lui, est taximan. Il se dit dépassé par cette nouvelle hausse du prix du carburant qu'il juge difficile à supporter au quotidien. Nous sommes navrés. Moi, aujourd'hui, je suis allé chez le pompiste. Voilà, j'ai acheté le gasoil à 755 francs le litre. Je trouve que quand même l'État en fait un peu trop. Dembagay a garé sa moto devant un vendeur ambulant de thé. Une petite pause avant de reprendre la route. Il se dit surpris par la hausse du prix du carburant. Cette augmentation du prix du carburant, je pense que quand même c'est une charge de plus sur notre budget. C'est déjà compliqué, la location, les denrées alimentaires, la viande, les légumes, vous avez vu la hausse qui a été opérée. Je pense que nous n'en pouvons plus, c'est compliqué. Depuis samedi, les automobilistes doivent ajouter 70 francs CFA sur le prix de l'essence et 75 francs sur celui du gasoil. Une situation qui suscite l'inquiétude et le mécontentement de nombreux automobilistes qui appellent les autorités à réagir rapidement. À midi et 11 minutes, on vous amène dans la région de Matam. Un soulagement pour les habitants de Ourossogui. Dans plusieurs quartiers, l'eau est revenue, l'eau potable. Ali Bandelnyang. C'est une très bonne nouvelle pour les populations de Ourossogui. Le tout nouveau forage est désormais fonctionnel. Réalisé par l'OFOR pour soulager les populations de la ville Carrefour, mais le raccordement avec le réseau aura mis plus de temps à l'origine de la grande souffrance des populations de la capitale économique. Malik Ndiaye est le responsable du réseau de la SDR à Ourossogui. Comme vous le savez, nous avons un peu attendu la finalisation de ce forage-là, qui a été réalisé par l'OFOR. Maintenant, vu les lenteurs, le directeur général de la SDR a pris quand même l'engagement d'équiper le forage, ou en tout cas régler définitivement les problèmes d'approvisionnement à nous à Ourossogui. Et aujourd'hui, depuis hier, les équipes sont là. Donc nous avons quand même équipé le forage avec tout le matériel nécessaire, afin quand même trouver une solution définitive à la problématique de l'eau à Ourossogui. Actuellement, l'eau coule. Nous avons en tout cas branché le forage au réseau. Donc nous avons terminé les travaux ce matin. Nous avons là le forage avec un bon débit qui est en train de refouler dans le réseau de Ourossogui. Même les 20 km de réseau, vous avez constaté avec nous, il y a une équipe qui est venue ici pour procéder à l'implantation du projet. Donc ce qui a été fait. Et incessamment, les équipes vont revenir ici et essayer de trouver des solutions définitives à cette problématique de l'eau qui dure depuis des années à Ourossogui. Cela fait plus de 6 mois que les habitants de Ourossogui souffrent des conditions d'accès à l'eau. Seulement, désormais, avec la mise en marche de ce nouveau forage, ajouté à la mise en œuvre de 20 km de canalisation, on s'achemine vers une nette amélioration des conditions d'accès à l'eau potable à Ourossogui. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Et puis le saviez-vous qu'à Médina Fulbe, commune située dans l'arrondissement de Kenyeba, dans le département de Bakel, région de Tambacounda, saviez-vous que pour avoir le réseau téléphonique, il faut monter sur les branches des arbres? Papousseinou Diallo. Située dans l'arrondissement de Kenyeba, département de Bakel, la commune de Médina Fulbe est isolée, enclavée et coupée du reste du Sénégal en cette période d'hivernage, suffisant pour que les habitants montent au créneau pour dénoncer cette irrégularité qu'ils qualifient d'injustice. Souleymane Kanté est leur porte-parole. Les difficultés rencontrées, surtout l'hivernage, dès que les margots seront pleins, nous avons énormes problèmes. Même pour faire évacuer les malades, on est obligé à prendre des charrettes, des motos pour évacuer cette malade. Avant d'aller, il y a un margot qui nous sépare entre la poste et le village, ce qu'on appelle Kobako. Nous aimerons vraiment que l'État nous aide pour faire un petit pont. Parmi les villages de la commune de Médina Fulbe, il n'y a que 3 qui sont électrifiés. Dans la commune de Médina Fulbe, je l'ai dit, 14 villages concernés, il n'y a que 3 villages électrifiés. Vraiment, un village qui n'a pas été électrifié, nous, on ne peut pas comprendre. Dans ce cas, on appelle un gouvernement sénégalais de nous aider pour être désenclavé. Car nous avons énormes problèmes. Tant qu'il n'y a pas de lumière, on ne peut rien faire. Donc l'électrification, ça pose un grand problème. Ce n'est pas tout. Dans cette commune, par l'ombre d'un réseau téléphonique pour émettre des appels, les habitants sont obligés de monter sur des terrasses, des arbres ou des montagnes. Le réseau, si on n'a pas de réseau, en cas de problème, qu'est-ce qu'on va informer les autorités? Comment le faire si on n'a pas de téléphone? Ces téléphones
aussi, même si tu as le téléphone, tu n'as pas de réseau. Ça, c'est ton problème. Mais pour donner des informations à qui de droit, on est obligé à circuler ou bien à monter certaines arbres ou bien pas de montagnes pour essayer de trouver un lien qui nous permette de se communiquer. Voilà, c'est le problème. Fort de ce constat, les habitants de la commune de Madina Fulbe fustigent la manière dont ils sont relégués au second plan et réclament des infrastructures de base. Tambacounda Papoussinou Diallo, Radio Futur Média. Je vous disais tout à l'heure que la Polyclinique internationale de Dakar, une vidéo de présentation de l'infrastructure médicale a été publiée ce week-end. Polyclinique construite sur le périmètre de l'hôpital principal de Dakar à Wambaye. Et c'est le décret numéro 2026-1122 du 21 mai 2026 qui classe la Polyclinique de Dakar au rang d'établissement hospitalier militaire à statut spécial de niveau 4. Elle n'est pas sous la tutelle du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, mais plutôt celle de la Présidence de la République, le ministère des Forces armées et celui des Finances et du Budget. Les rênes de la direction de la Polyclinique de Dakar seront confiées à un officier général ou à un officier supérieur spécialiste du service de santé des armées, même si pour le moment, et c'est le médecin-colonel Khalifa Ababakar Wade, médecin personnel du président de la République, qui assure la fonction de directeur. L'établissement va renforcer l'offre de soins spécialisés et placer le Sénégal comme un hub médical régional. Le niveau 4 est le sommet de la gamme, un établissement qui à ce rang offre des soins de haute spécialité, des technologies médicales de pointe et des plateaux techniques ultra spécialisés et qui prennent en charge des pathologies lourdes et des actes chirurgicaux complexes. Et tout ce dispositif, c'est pour réduire les évacuations sanitaires à l'étranger qui génèrent des dépenses exorbitantes. Au niveau réglementaire donc, cette décision devra être accompagnée par une révision de la loi hospitalière afin de consacrer l'existence de structures hospitalières de niveau 4 au Sénégal, à l'image de l'hôpital militaire Val-de-Grâce et Necker de France et Ibn Sina du Maroc. On espère que cette fois-ci, c'est prêt. La sortie hier d'Ousmane Sonko sur les fonds politiques, ces fonds politiques dans une interview donnée à 4 médias et sous la VAR, passé sous la VAR ce midi de Mohamed Ali Mouba. Ousmane Sonko à la présentation de son livre Solution. Devant un parterre de journalistes et de militants acquis à sa cause, l'opposant est cash. C'est des fonds de corruption, les fonds politiques. Fonds de corruption, Ousmane Sonko ira plus loin face à Karim Xrum-Xax. waaw man de li ma jàpp mooy lu mel ni caisse noire tuddeewuñu ko nag ñoom caisse noire ndax léegi ñu ngi ko tuddee fonds spéciaux le fonds politique. Pour man lu haram la. Les fonds politiques simplement haram, illicites. Mais hier, revirement spectaculaire. moo préciser aussi que ñun waxuñu fonds warul am dafa war a am dama gëm sax dañ ko war a yokk mais na transparent rek ñaar yooyu bokkul. Mais ouvrons maintenant le chapitre de l'achat des véhicules à la primature. La position d'Ousmane Sonko, sa position officielle, pas d'achat de véhicules. Les priorités sont ailleurs. réew fi mu toll nañu defar oto yi fi ne woon du mbirum nay du mbirum nay waaye il faut ñu def des efforts sur nous-mêmes benn at la ñaari at la. Comme ni ko ministre bi waxee l'économie ne doit pas s'arrêter ci période boobu il nous faut dégager des marges budgétaires. Mais hier, à la faveur d'un face-à-face avec une partie de la presse, le même Ousmane Sonko reconnaît avoir acheté des véhicules avec les fonds politiques. ma def calcul bu gàtt ma ne bien bi su ma ko jëndee permettre naa état am ay véhicules mais xaalis bi delloo naa ko ci état parce que on rek bu ko jëlee trésor public nga koy delloo muy un montant de 940 millions pour 27 véhicules neufs des 4x4. Véhicules acquis pour un montant de près de 1 milliard de francs CFA. L'actualité internationale. C'est avec Anna Rocha. Bonjour Anna. Bonjour Babacar, bonjour à tous. Au Mali, le célèbre chroniqueur Mohamed Bathily écope de 7 ans de prison ferme. Le verdict est tombé il y a quelques minutes. Selon l'agence France Presse, le tribunal de Bamako a condamné le chroniqueur ainsi que l'influenceuse Rokia Doumbia à 10 ans de prison, dont 3 avec sursis. Ils étaient poursuivis pour association de malfaiteurs et atteinte au crédit de l'État. Cela fait suite à une émission du chroniqueur Rasbat en 2023, une émission consacrée à la hausse des prix et aux difficultés économiques des Maliens. En RDC, l'épidémie d'Ebola devient la plus
meurtrière de l'histoire du pays. En seulement 3 mois, la dernière vague d'Ebola a fait 2325 victimes. C'est le dernier bilan des autorités congolaises publié ce lundi. L'épidémie qui sévit actuellement dans le pays a dépassé les 2300 morts recensés entre 2018 et 2020. Salimata Aou. La dernière vague d'épidémie d'Ebola se propage à une vitesse inédite, la plus rapide jamais enregistrée selon les autorités. En cause dans la propagation actuelle, le variant Bundibugyo, pour lequel aucun vaccin ni traitement spécifique ne sont pour l'instant disponibles. Il tue une personne toutes les 30 minutes, précisé le 14 août. Tom Fletcher, secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies et chef des affaires humanitaires de l'institution. Sur 4945 contaminations confirmées en 3 mois, 2325 personnes sont mortes, selon le dernier bilan des autorités congolaises. En 3 mois, 7 fois plus de cas et 5 fois plus de morts ont été recensés en RDC que lors des 3 premiers mois de la plus importante épidémie d'Ebola de l'histoire qui avait frappé l'Afrique de l'Ouest en 2014, selon l'Agence de santé de l'Union africaine. Et toujours à l'est de la République démocratique du Congo, la société civile de Mambasa dénonce l'enlèvement d'une 50aine de civils ce week-end dans le village de Kilobo. C'est dans la province de l'Ituri. Selon l'organisation Protection Plus relayée par RFI, les victimes sont des agriculteurs pris en otage par des ADF, un groupe armé qui serait impliqué dans de nombreux massacres à l'est de la RDC. 5 personnes ont été tuées. Au Tchad, Succès Masra appelle à la réconciliation après sa libération. Libéré vendredi dernier suite à une grâce présidentielle, l'ancien premier ministre tchadien et chef du principal parti d'opposition laisse la porte ouverte à un gouvernement d'union nationale. Selon RFI, c'est samedi soir qu'il a retrouvé ses partisans au siège de son parti, les transformateurs à N'Djamena. Oumou Kalsoumli. Interpellé sur son état de santé après plus d'1 an de détention, Succès Masra explique qu'il retrouve la liberté avec plein d'espérance et retourner vers l'avenir. Premier ministre durant la transition, il dit avoir suggéré la formation d'un gouvernement d'union. Le président lui-même m'a répondu qu'il a accepté lui-même l'idée d'une commission paritaire pour le dialogue, mais il faut aller plus loin, a-t-il affirmé. Nous sommes un pays de régime présidentiel, donc le véritable pouvoir est au niveau de l'exécutif. En tant que chef d'État, il peut décider de mettre en place un gouvernement d'union et de changement dans lequel l'ensemble des Tchadiens pourront se retrouver. Le parti présidentiel réagit. Le porte-parole du gouvernement patriotique du Salut, MPS, exclut l'hypothèse de la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais ne ferme pas la porte à l'intégration de Succès Masra au gouvernement, à la condition, selon lui, que Succès Masra clarifie son positionnement politique et qu'il se modère. Hier, 16 août, le président de la République, Mahamat Déby, a déclaré sur Facebook renouveler sa confiance au Premier ministre ainsi qu'à l'ensemble de son équipe. Oumou Kalsoumli, voilà Babacar pour cette page internationale. Merci Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. La nomination d'un sélectionneur pour l'équipe nationale de foot du Sénégal, on en parle tout à l'heure avec Abdoulaye Thiam, journaliste sportif, Tal Fall, le directeur de la communication de Génération Foot. RFM Sport. Allez, les sports, c'est tout de suite, c'est Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Babacar. Alors, qu'est-ce que vous en savez sur la nomination plus que probable de Patrick Vieira ce midi? Première information, Patrick Vieira a été aperçu ce matin à l'arrivée au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Est-il venu pour finaliser son contrat? Est-il venu pour rencontrer la fédération pour discuter des derniers détails ou est-il venu pour rencontrer sa famille? Les heures qui vont suivre donc vont nous servir pour définir la bonne réponse. Patrick Vieira a-t-il le profil parfait pour diriger cette équipe nationale du Sénégal au regard de son parcours en Europe parmi les différents clubs qu'il a eu à diriger? Nous avons posé la question à notre correspondant Abdoulaye Djoubar qui a connu l'homme en tant que joueur mais également en tant qu'entraîneur. Il a répondu ceci. J'ai connu les joueurs, j'ai aussi connu l'entraîneur, mais Patrick Vieira en tant que coach, moi je ne suis pas
tellement convaincu. Quelque part, à Nice, il avait cette personnalité de gérer cette équipe niçoise dont on avait des rapports avec eux, son président et lui-même. Mais après Nice, on n'a plus marché et même au Racing Club de Strasbourg, à Crystal Palace et même son dernier passage à Genova, ça n'a pas convaincu. Mais comme ils ont choisi, on verra ce que ça va donner. Quelque part, sa personnalité peut beaucoup servir. Le fait qu'il a joué dans de grands clubs, mais côté entraîneur, j'ai pas trop à dire. On verra ce que ça va donner. Il ne sera pas mieux que Pape Thiaw. Pape Thiaw a déjà gagné. Pape Thiaw a déjà gagné. Et une équipe qui a déjà gagné, pour venir et dire que je vais gagner, ça ne sera pas facile. Et le niveau de l'équipe nationale du Sénégal, le niveau sera différent du niveau qu'on aura d'ici 8 mois ou 1 an. La majorité de nos joueurs aujourd'hui partent en Arabie Saoudite et certains de nos joueurs ils sont rattrapés par l'âge. Et voilà, pour moi, l'objectif que la fédération lui a fixé, c'est un objectif qui est tellement lourd et ça sera compliqué pour lui. Et je vous dis que ça sera des polémiques dans les prochains mois. Car gagner une Coupe d'Afrique ou aller en une Coupe du Monde, on ne peut pas la décréter. Vous êtes toujours pas qui est en Italie, c'est ça? Il est en Italie et il est très introduit dans le milieu du football. Il est très renseigné également. Vieira entraîné là-bas au Genoa. Au Genoa, il a joué en tant que joueur à Milan, donc il le connaît très bien. Très bien. Voilà. La suite de ce journal, le pré-TQO, les pré-qualifications olympiques, les Lions du Sénégal joue à 23h30, c'est au Mexique que ça se passe. À Guadalajara, ce sera face à l'équipe du Canada, le premier match de l'équipe nationale du Sénégal féminine coachée par Sersar. L'équipe est au complet, on verra un peu après la préparation à Dakar qu'est-ce que les Lions vont servir pour cette première sortie. Les Lions du basket, oui Babacar? Sauf un père, peut-être Yacine Diop n'est pas libéré par son club de la paire du Rwanda. Du tout, parce qu'elle a signé un contrat pour jouer les playoffs et on y est dedans en plein, donc au tournant de playoffs au Rwanda. Donc c'est pour cela que Chersar avait convoqué 13 joueuses au cas où elles ne seraient pas libérées. Les garçons, eux, vont entrer également en regroupement. Ils sont au nombre de 17, les joueurs convoqués par Ngagne de Sagana Diop. Ils vont préparer la 4e fenêtre des qualifications de la Coupe du Monde 2027. On peut noter donc sur cette liste la présence de Mohamed de Paris Basket, de Ibrahim Ndiaye de Alliance Sportive du Casablanca, mais également de Mohamed Gueye de Valence, en plus des joueurs habitués. Le tournoi donc de Dakar est prévu du 27 au 30 août prochain. Et pour cette 4e fenêtre, les compétitions vont avoir lieu à Dakar Arena. Pour finir, on se rend à Kaolack pour parler de Navetan avec la municipalité qui veut mettre en place un plan pour accompagner les ASC afin de faciliter leur autonomie financière et la réalisation de leurs projets. À l'occasion de la finale de la Coupe du Maire, la première adjointe de la commune de Kaolack a tenu ses propos au micro de notre correspondant sur place Fatou Mbou, Madame Ndiaye Mbou, que nous écoutons. L'objectif, c'était aujourd'hui de voir comment autonomiser les ASC. On le sait, les ASC vivent de subventions au niveau des collectivités territoriales, mais aussi font du fundraising au niveau des quartiers. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui révolutionner. Nous voulons que les ASC aient des activités génératrices de revenus, des activités de développement qui vont leur permettre aujourd'hui d'avoir dans leur caisse des fonds et assurer l'emploi au niveau de la jeunesse. Parce que des jeunes veulent en faire une activité de loisir, mais des jeunes aussi veulent en faire une activité professionnelle. Voilà donc, Babacar, c'est tout pour les actus sport. Malal Junior gagne pour les sports. Merci. La revue de presse Mohamed Ali Mouba et la hausse des carburants. Sénégal et la vérité des prix autour des carburants. À la pompe, la vérité des prix a fini par s'imposer, éclater au grand jour. Pour les automobilistes, c'est plutôt un coup de pompe, la grosse surprise du week-end. Depuis samedi, il faudra désormais débourser quelques pièces supplémentaires pour faire le plan. Le litre du super carburant et le gasoil prennent la flèche. Une hausse que l'État justifie par l'envolée des cours mondiaux
du pétrole par le poids devenu lourd des subventions. En 2 temps, 3 mouvements, le soleil fait passer la pilule. L'État du Sénégal réajuste la subvention maintenue. Pour l'économiste professeur Amath Ndiaye, c'est une décision difficile et politiquement impopulaire, mais nécessaire. L'État se justifie, mais les critiques pleuvent. Sud Quotidien constate que Gorgorlou n'est pas content et c'est le moins que l'on puisse dire. Diomaye, rattrapé par la réalité des prix, bichon du Coulas, l'observateur sort la calculette et redoute l'effet dominant sur les prix. Boulangers, transporteurs et industriels sonnent l'alerte. Le confrère explique comment l'État s'est préparé à l'ajustement avant d'être rattrapé par le gouffre des subventions. Sur ça, rappelle pour sa part que cette hausse intervient moins de 9 mois après la baisse des prix décidée par le gouvernement en décembre 2025. Tribune nous apprend que cette hausse a été planifiée par Ousmane Sonko lui-même, alors Premier ministre, annoncé par l'ex-ministre de l'Intérieur, Maître Bamba Cissé, et exécuté aujourd'hui par Al-Aminou Lo. Le gouvernement et l'Assemblée nationale à couteau tiré ce matin, débat à l'Assemblée nationale, débat en vue sur un contrôle éventuel des fonds spéciaux. Le quotidien informe que le Premier ministre va saisir toutefois les sages. Aujourd'hui, le gouvernement renvoie les modalités de contrôle au pouvoir réglementaire. Conséquence, la plénière de mercredi sous hypothèque. Le journal Les Échos nous dit que lui aussi que le Premier ministre va saisir le Conseil. Al-Aminou Lo va s'appuyer sur l'article 83 de la Constitution. Objectif, freiner la démarche des députés porteurs de la proposition de loi relative aux crédits spéciaux. L'Observateur note que pour la séance plénière de ce lundi, le gouvernement garde au frais son arme secrète, le vote bloqué et la saisine du Conseil constitutionnel. Conséquence, la bataille procédurale s'annonce épique sur la déclaration de patrimoine. Mon confrère parle d'impasse constitutionnelle. Ousmane Sonko face à une partie de la presse hier, il est revenu sur les crédits spéciaux. Point Actu résume le face-à-face. Sonko brandit ses factures, convoque au audit et vilipende Mimi Touré. Pour l'info, Ousmane Sonko ouvre la boîte noire, le couvercle saute. Sonko, les fonds secrets, le décret de Maître Abdoulaye Wade sur les fonds de la primature et sa demande de rallonge révélée par le ministre Abderrahmane Diouf, et bien sûr ça lui ouvre ses colonnes. Il s'explique, il dit « Je n'ai jamais utilisé ces fonds pour mon propre compte ». Titre de l'AS, Sonko accable Mimi Touré et Mouy Cheikh Diba. Aminata Touré, elle s'est épanchée sur la question à la RTS. L'AS a repris quelques-uns de ses propos. Selon elle, le fonctionnement de l'Assemblée nationale est problématique. Pour Mimi, l'Assemblée ne doit pas être un outil de règlement de compte. Et puis du sport en première page du journal Les Échos, choix du nouveau sélectionneur en comité d'urgence décisif aujourd'hui. Abdoulaye Fall accusé d'agir en solo. Certains membres du COMEX et du comité d'urgence en rogne. Papiaou réclame ses 423 millions de francs CFA à la fédération. L'Observateur lui parle de bombe Papiaou, l'acte 1 de la bataille des 800 millions. Le cumul des sommes demandées par les conseils de Papiaou ne couvre pour l'instant que la période légale. Une réunion du comité d'urgence de la Fédération sénégalaise convoquée donc ce lundi à 10h par visioconférence pour retenir le choix du nouveau coach avec Patrick Vieira en pole position. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Justement, la nomination de Patrick Vieira comme nouveau sélectionneur des Lions, plus que probable. On verra d'ici demain, après-demain, peut-être aujourd'hui. On pourra en parler. Abdoulaye Kam, président de l'Association nationale de la presse sportive. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Babacar. Bamba Kassé, je vais annoncer à la fin là, mais c'est bien Bamba Kassé, lui aussi, journaliste sportif. Bonjour. Bonjour Babacar. Et comme les décideurs se retrouvent finalement, Abdoulaye Thiam, est-ce que ce choix évident, peut-être, sur Patrick Vieira, choix de la fédération pour succéder à Papiaou, vous semble-t-il le bon choix? Bon, écoutez, c'est une question très difficile à répondre. Nous attendons tous avec impatience que le comité d'urgence au moins soit quand même informé, parce que jusque-là, ce sont des informations que nous avons collectées ça et là, sans pour autant qu'il y ait encore une voix officielle. En revanche,
pour répondre directement à la question, Patrick Vieira, en tant que joueur, je pense que c'est quelqu'un qui a montré ses capacités. C'est un champion du monde en 98, champion d'Europe. 3 fois, il a gagné la Premier League en tant que capitaine d'Arsenal. C'est quelqu'un qui a beaucoup de points, beaucoup de caractère. En revanche, en tant qu'entraîneur, ça n'a pas été une grosse réussite. La seule performance que nous connaissons aujourd'hui de Patrick Vieira, c'est bien sûr la 5e place qu'il avait obtenue avec l'OGC Nice. Je crois que c'est la saison 2018-2020. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose à mettre sous les dents. Mmh. Et vous, Bamba Kassé, vous en pensez quoi de ce choix peut-être décidé de la fédération? On saura, ça reste à confirmer, mais son nom est évoqué avec insistance, Patrick Vieira. Oui, moi je pense que déjà la fédération a raison de ne pas encore communiquer officiellement tant que ces instances habilitées ne sont pas interpellées sur la question et auront décidé. Ce que je voudrais juste rappeler, c'est que du retour de la Coupe du Monde, il y avait eu une réunion du comité exécutif. Laquelle réunion avait donné un mandat au président de la fédération de mener les négociations pour chercher un entraîneur. La logique veut que, une fois que tout est calé, que le président de la fédération soit convoque au comité exécutif, soumet la question, soit des textes de la fédération le permettent, s'adresse à son comité d'urgence au minimum. C'est ça qui permettra de définir si oui ou non Patrick Vieira sera l'entraîneur du Sénégal. Après, moi je fais une petite distinction entre entraîneur et sélectionneur. C'est deux métiers totalement différents. Patrick Vieira, entraîneur, oui, on connaît tout ce qu'il a eu à faire. Il a eu à coacher dans plusieurs championnats avec des forces diverses. Il a eu à démissionner ou à être viré. Pas terrible, le palmarès de Vieira en tant que coach Absolument, de club. C'est pas tout, mais la question à se poser, c'est ses prédécesseurs ont-ils eu ce qu'on lui réclame aujourd'hui? Je veux dire, les 2 entraîneurs sénégalais qui ont eu à gagner la CAN n'ont pas eu, ceux des locaux, c'est vrai, et ils n'ont pas eu de carrière d'entraîneur, ils n'ont pas eu de palmarès en tant qu'entraîneur de club. C'est pour cela que je vais demander à Abdoulaye Thiam, parce qu'il y en a qui pensent que oui, Vieira, il n'est pas... il est sénégalais d'origine, né à Dakar, mais il avait choisi la nationalité sportive de la France. Et pourquoi on lui confie les responsabilités de sélectionneur des Lions maintenant? Il y en a qui pensent que c'est pas grave. Il va non seulement apporter son savoir-faire, on se demande c'est quel savoir-faire, mais il va apporter une petite touche marketing, développement football. Et comment ça, Abdoulaye? Et bon, écoutez, je crois que le nom de Vieira déjà suffit comme marketing, ça c'est clair. L'autre aspect, je ne crois pas que moi-même je sois plus sénégalais que Vieira, je ne le crois pas. Il est né au Sénégal, il a la double nationalité. Beaucoup de Sénégalais ont une double nationalité et Vieira a participé au développement du football du Sénégal en installant un très bon centre d'Ambars pour ne pas le citer. Quand même, il fait partie des précurseurs. Maintenant, moi, le bémol que je mettrais par rapport à mon ami Bamba Kassé, Pape Thiaw a fait ses preuves ici au Sénégal. Il a dirigé l'Italie, même si ça n'a pas été une réussite. Il a pris l'équipe nationale locale, il s'est qualifié au CHAN, il est parti, il a gagné le CHAN avant de devenir intérimaire de Aliou Cissé. Il a réalisé une performance XXL pour se qualifier et il a amené pour sa première participation à une phase finale de Coupe d'Afrique, il a remporté le titre. Ça, c'est quelque chose que je voulais véritablement relever. Mais pour le reste, aujourd'hui, je ne me focalise pas sur la couleur, sur la nationalité. L'Angleterre, le football est né là-bas, mais ils sont aujourd'hui dirigés par un Allemand. Vous prenez le cas du Brésil,
l'entraîneur n'est autre qu'un Italien. Donc les exemples sont foisons, je crois que ce n'est pas ça aujourd'hui le problème, sauf que le Sénégal a rompu quand même, si je mets Vieira bien sûr entre guillemets en tant que Français, parce qu'il a joué pour l'équipe nationale de France, il est d'origine sénégalaise. Jusqu'à une période récente, le Sénégal avait été utilisé comme étant un exemple d'utilisation d'expertise locale. Moi, si je devais choisir aujourd'hui entre Patrick Vieira, Aliou Cissé, comment on appelle, Omar Daf, ou encore Habib Bey, mon choix, il est tout de suite fait, c'est Omar Daf. Et d'ailleurs, je prendrai les deux Daf, Omar Daf en tant qu'entraîneur qui est connu comme étant une véritable colombe, son cousin, et l'autre qui est une véritable tempête. Moi, il a fait aussi ses preuves au niveau national. Je suis pour, à compétence égale, qu'on choisisse l'expertise locale. Moi, c'est mon point de vue là-dessus, même si, encore une fois, l'entraîneur, cette profession-là, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas d'odeur. Ouais. Alors, Bamba Kassé, on parle des émoluments que Papio va recevoir, 45 millions, selon certaines informations, mais ça, on attendra. Mais ne prend-il pas de risque parce que son successeur, celui qui remplace, il s'appelle Pape Thiaw, la fédération lui doit de l'argent, de grosses sommes d'argent, minimum pour ses salaires que la fédération lui doit, c'est 423 millions de francs CFA. Vieira ne prend-il pas le risque de s'engager avec le Sénégal si cette information s'avère finalement exacte? Non, je ne pense pas qu'il prenne le risque. N'oublions pas qu'au Sénégal, quand même, le sélectionneur a une garantie, en ce sens que son salaire est discuté entre la fédération et l'État payeur, et que c'est l'État payeur qui garantit le paiement du salaire. Il est arrivé qu'il y ait quelques retards de salaire, il y a des questions conjoncturelles, mais à la fin de la journée, l'État s'acquitte toujours de sa part, et il me semble que pour le moment, on n'a pas encore officiellement les montants qui seront décaissés mensuellement pour Patrick Vieira, mais je ne pense pas qu'il y aura un problème. Maintenant, entre Pape Thiaw et la fédération, évidemment, il y a un contentieux qui risque de se créer. Il y a une mise en demeure qui a été adressée par Guédé Ndiaye, son avocat, à la fédération. On verra quelle réponse la fédération donnera à cette mise en demeure-là. Il y a deux options, soit ils acceptent de payer les 400 et quelques millions, soit ils contestent le calcul. À ce moment-là, ils iront en contentieux devant le tribunal en référé devant le tribunal du travail certainement, ou dans le fond devant le même tribunal. Je voudrais juste revenir un peu sur ce que Abdoulaye Thiam a dit tout à l'heure. Moi, je pense qu'il faut savoir faire le distinguo. Jamais il n'a été question de dire que Papio n'avait pas du tout fait ses preuves en sélection. Je dis, si on analyse en tant qu'entraîneur de club, parce que c'était ça la question posée en avant, je disais donc qu'à ce niveau-là, on ne peut pas faire de trop grands reproches à Patrick Vieira, puisque ses deux prédécesseurs n'avaient pas également été des foudres de guerre en club. Je dis bien en club. Là, évidemment, il a eu à faire et Papio, lui, a eu à faire des résultats, c'est clair. Hein, il a gagné le CHAN, donc il avait une compétition qu'il a gagnée. Et évidemment, cela a beaucoup joué. En plus, pour toujours revenir à Papio, n'oublions pas qu'il a eu à assurer et à assumer un intérim gagnant avant d'être confirmé à la tête de la sélection. Bon, après, finalement, ça s'est terminé en autre boulin, ce qui est très dommage. Mais bon, c'est ça le football également. Chacun avance. Maintenant, pour toujours ce qui est de Patrick Vieira, sans préjuger de ce qu'il fera en sélection, je pense qu'il va falloir quand même que les Sénégalais reviennent un peu sur certaines considérations. N'oublions pas qu'aujourd'hui, Omar Daf, qui est un Sénégalais, mais il coach au Congo. C'est un Sénégalais. Les Congolais, et ils ont une expertise locale. Hein. Il y a eu un débat aussi là-bas au Congo, hein, attention. Pardon? Il y a eu un débat. L'association des entraîneurs du Congo n'est pas... De façon générale, aujourd'hui, il y a un débat. Mais Aliou Cissé, notre ancien entraîneur,
il est le sélectionneur de l'Angola. Oui. Ok, et son ancien adjoint, Youssef Dabo, il est prétendu pour diriger la Libye. Lamine Ndiaye, qui est un des grands militants de ce métier-là, il vient de remporter une coupe CAF avec un club algérien. Voilà, donc tout ça fait que moi je pense que Ablaye a un peu raison. En termes de nationalité et de couleur, il faut qu'on sache un peu raison garder. Et bien. Que la compétence soit ce qui est à on a compris, Bamba Kassé. Merci. Voilà. Merci à Abdoulaye Thiam. Vous êtes tous des journalistes sportifs. Midi 45, RFM, c'est la fin de ce grand journal. Abdoulaye Diop et Aïda Sek étaient à la régie. Production Aliounba, journal réalisé par Salim Atao et Awambaï. Restez avec nous, le programme continue. À 13h, le grand journal en Wolof et l'âge Hassan Gueye. Bonne suite des programmes sur RFM.